Chacun de nous, en laissant une femme entrer dans sa vie, a été au moins une fois brûlé par la pensée simple, comme un coup de marteau, et tout aussi dévastatrice, qu'y avait-il avant moi? Cette question est un poison. Si tu la poses directement, tu as déjà perdu. Tu obtiendras soit un mensonge socialement acceptable qui t'apaisera, mais tu n'auras pas la vérité, soit tu entendras la vérité qui te blessera, et tu passeras pour un jaloux ridicule. Dans les deux cas, tu montreras ta faiblesse, ton insécurité. Tu passeras de l'homme fort qui choisit sa partenaire au garçon faible qui craint la comparaison. C'est une impasse. Les grands explorateurs de l'âme humaine de Freud à Carl Jung nous ont enseigné un principe fondamental. Les vérités les plus importantes ne sont jamais en surface. Elles sont cachées dans les lapsus, dans les histoires, dans les réactions spontanées, dans ce que la personne considère comme la norme. L'essence véritable d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle dit d'elle-même lors d'un interrogatoire direct, mais dans la manière dont elle décrit le monde qui l'entoure. Son passé n'est pas une liste de faits, c'est le filtre à travers lequel elle regarde le présent. Par conséquent, l'homme intelligent ne demande pas. Il crée les conditions dans lesquelles la femme elle-même lui étale volontairement toute la carte de son âme. Elle pense qu'il s'agit d'une conversation agréable, mais pendant ce temps, tu effectues un scan en profondeur. Tu n'es pas un enquêteur, tu es un diagnosticien. Ton outil n'est pas la matraque de la question directe, mais le scalpel de la question indirecte. Aujourd'hui, je vais te donner 10 de ces scalpels. 10 questions innocentes qui révéleront son passé, ses valeurs, son attitude envers les hommes, ses traumatismes psychologiques, mieux que n'importe quel détecteur de mensonges. Elle te racontera tout elle-même, sans même se douter qu'elle passe l'entretien le plus important de sa vie. Avant d'explorer les aspects mystérieux de la psychologie et du comportement humain selon Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une source d'information, mais un véritable voyage vers la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une source de motivation pour continuer à vous offrir des contenus profonds afin de vous aider à mieux vous comprendre. Commençons. Question 1. Quel est l'acte le plus fou que tu aies jamais commis par amour? C'est ton gambit d'ouverture. La question semble facile, romantique, et la flatte même faisant allusion à sa nature passionnée. Mais en réalité, c'est un test psychologique puissant qui révèle immédiatement plusieurs couches de sa personnalité. Tu ne t'informes pas sur le nombre de partenaires, tu t'informes sur la qualité de ses émotions, sur ce qui est la norme pour elle et ce qui est le summum de la passion. Et là, ta tâche n'est pas d'écouter l'histoire elle-même, mais ce qui se cache derrière. Qu'est-ce que nous scannons exactement ici? Premièrement, sa propension au drame. Deuxièmement, ses limites personnelles et son niveau de respect de soi. Troisièmement, sa véritable définition du mot « amour ». Pour une femme, l'amour est création. Pour une autre, c'est autodestruction. Et cette question, tel un papier tournesol, révélera sa véritable composition chimique. Analysons les signaux que tu peux recevoir et comment les interpréter. Les drapeaux verts ou signaux d'une psyché saine. La réponse d'une femme saine et émotionnellement stable portera en elle l'énergie d'une impulsion positive et non de la destruction. Cela peut être une histoire de spontanéité, de sacrifice, mais pas d'autosacrifice. Par exemple, elle peut raconter comment elle a un jour dépensé ses dernières économies pour un billet afin de rejoindre son bien-aimé pour une journée dans une autre ville. Qu'entends-tu dans cette histoire? Tu entends qu'elle valorise la relation au-dessus du confort matériel. Tu vois du courage, de la détermination et du romantisme. C'est un acte pour et non contre. Il n'a blessé personne, ne l'a pas humilié et n'a détruit la vie de personne. C'est un acte fou créatif, où elle peut se souvenir d'avoir quitté un travail ennuyeux mais stable pour déménager chez l'homme en qui elle croyait et tout recommencer. Cela témoigne de sa capacité à prendre des risques pour une relation, de sa confiance en son partenaire et du fait qu'elle place le lien émotionnel au-dessus du statut social. Le marqueur clé d'une réponse saine, l'histoire laisse un arrière-goût positif. C'est une histoire sur la force de ses sentiments et non sur la faiblesse de son caractère. Maintenant, les drapeaux rouges ou marqueurs de toxicité et d'instabilité. Si son acte fou implique de l'agression, de la vengeance, la violation des limites d'autrui ou l'humiliation publique, c'est un signal d'alarme direct.
Imagine qu'elle raconte en riant comment, par jalousie, elle a rayé la voiture de son ex ou a fait un scandale à son travail. Elle peut présenter cela comme un signe de sa passion italienne, mais tu dois entendre autre chose. Qu'entends-tu? Je ne sais pas contrôler mes émotions. Je suis vengeresse. Je considère qu'il est normal de résoudre les problèmes par l'agression et la destruction. Une autre option dangereuse, les histoires d'autodestruction. Par exemple, elle raconte comment elle n'a pas mangé ni dormi pendant des semaines, a harcelé l'homme qui l'a quittée ou l'a supplié de revenir à genoux. Il ne s'agit pas d'amour mais d'obsession et d'un manque total de respect de soi. Une femme qui ne se valorise pas ne pourra pas vraiment te valoriser non plus. Elle ne cherchera pas un partenaire en toi, mais un sauveur qui comblera son vide intérieur. C'est la voie vers des relations dépendantes et épuisantes. Porte une attention particulière à la manière dont elle raconte cette histoire. Si elle se souvient de ses actions destructrices avec fierté, cela signifie qu'elle n'a rien appris. Elle considère toujours ce comportement comme la norme et même comme une bravoure. Si elle en parle avec une certaine ironie et autocritique, disant quelque chose comme « Je me rends compte maintenant à quel point j'étais stupide », c'est déjà mieux. Cela signifie qu'elle est capable de réflexion et d'analyse de ses erreurs. Mais le simple fait qu'une telle histoire existe dans sa biographie est déjà une information importante pour toi. Et enfin, que se passe-t-il si elle dit qu'elle n'a jamais commis d'acte fou par amour? C'est aussi un signe diagnostique extrêmement important. Cela peut indiquer plusieurs choses. Peut-être as-tu affaire à une personne très prudente, rationnelle, qui a peur des émotions fortes et ne débranche jamais son cerveau. Avec une telle femme, il est peu probable que tu vives une tempête de passion, mais tu pourras construire une relation très stable et prévisible. Ou bien cela peut signifier qu'elle n'a tout simplement jamais vraiment aimé, ne s'est jamais permis de s'ouvrir complètement. Ce n'est ni bon ni mauvais, mais cela te donne une idée de sa température émotionnelle. Tu sauras que son cœur est une forteresse et que pour le conquérir, il faudra un long siège patient et non un assaut rapide. Ainsi, une seule question joliment emballée te donne un ensemble de données inestimables. Tu obtiens un aperçu de sa gamme émotionnelle, de son système de valeurs, de son attitude envers elle-même et son partenaire. Tu vois si pour elle l'amour est un envol ou une chute. Et sur la base de cette connaissance, tu peux déjà tirer les premières conclusions pour savoir si cette personne est faite pour toi. Question 2. Combien de temps a duré ta relation la plus longue et pourquoi s'est-elle terminée? Cette question est la suite logique de la première. Si la première question scannait les pics de ses états émotionnels, celle-ci vérifie sa capacité au marathon aux liens stables à long terme. Elle se compose de deux parties et chacune d'elles porte une charge sémantique colossale. La première partie sur la durée est la statistique, la seconde sur la raison et la philosophie. Et c'est en combinaison qu'elle te donne un cliché presque au rayon X de son modèle de comportement relationnel. Commençons par le chiffre. La durée en soi de la relation la plus longue ne signifie pas grand-chose sans le contexte de son âge. Pour une fille de 20 ans, 1 an est une éternité. Pour une femme de 40 ans, 1 an est une brève aventure. Il faut donc toujours comparer. Si à 40 ans, son record est d'1 an et demi ou 2 ans, c'est une raison sérieuse de s'inquiéter. Cela signifie soit qu'elle a une peur panique de l'intimité qu'elle fuit dès que la relation devient sérieuse, soit qu'elle choisit systématiquement les mauvais hommes. L'un comme l'autre est un drapeau rouge pour un homme en quête de stabilité. Au contraire, si elle a une expérience de longues relations dans son passé 5, 10, 15 ans, peut-être même un mariage, c'est bon signe. Cela indique qu'elle est en principe capable d'union durable. Elle sait ce que sont la vie quotidienne, les compromis et le dépassement conjoint des difficultés. Elle ne s'enfuira pas après la première dispute à cause de vaisselle non lavée. Mais tout l'enjeu réside dans la deuxième partie de la question « Pourquoi cela s'est-il terminé ?» Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Sa réponse à cette question est un indicateur de sa maturité psychologique. Ta tâche est de déterminer le rôle qu'elle s'attribue dans l'histoire de sa vie, le rôle de victime ou le rôle de participante. Si tu entends une histoire où l'ancien partenaire est dépeint comme le mal absolu et elle comme une innocente brebis, c'est un mauvais signe. Des formulations comme « il ne m'appréciait pas »,« il s'est avéré ne pas être celui qu'il prétendait être »,« il a tout détruit », ce sont des marqueurs d'une position infantile. Une personne incapable de voir sa contribution à la rupture répétera les mêmes erreurs encore et encore, et la prochaine fois tu seras à la place du monstre.
Une réponse saine comportera toujours une part de responsabilité. Cherche des phrases comme « Nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. Nous avions des objectifs de vie différents. J'avais aussi tort, j'ai trop insisté. » Ou « Nous avons tous les deux essayé, mais nous n'avons pas réussi. » Cela indique que la personne est capable d'auto-analyse. Elle comprend que la relation est une danse à deux, et si la musique s'arrête, ce n'est pas seulement la faute du DJ. Une telle femme sera plus susceptible d'avoir un dialogue constructif dans ta relation avec elle. Un cas particulier si la cause de la rupture est l'infidélité. Écoute attentivement qui a trompé qui. S'il l'a trompé, regarde sa réaction. Y a-t-il encore du venin d'amertume et de haine dans sa voix? Si oui, la blessure n'est pas guérie, et cette douleur sera invisiblement présente dans votre relation, se projetant sur toi. Si elle en parle calmement comme d'un fait accompli qui l'a aidé à comprendre quelque chose sur elle-même et sur la vie, c'est un signe de travail intérieur accompli. Si elle admet qu'elle a été infidèle, cela nécessite une analyse encore plus approfondie. Ne te précipite pas pour la stigmatiser. Il est important de savoir pourquoi cela s'est produit et comment elle l'évalue elle-même. C'est une chose si c'était un moyen lâche de mettre fin à une relation morte et qu'elle le regrette. Et c'en est une autre si elle en parle comme d'une aventure palpitante, sans montrer aucun remords. Dans le second cas, tu as affaire à une personne pour qui la fidélité n'est pas une valeur et tu dois le comprendre clairement. Ainsi, en analysant la réponse à cette question apparemment simple, tu obtiens une image de sa capacité à s'engager à long terme et plus important encore de sa volonté d'assumer la responsabilité de sa vie. Tu vois si elle cherche la cause de ses échecs en elle-même ou si elle trouve toujours un coupable à l'extérieur. Et c'est l'une des qualités clés qui distingue l'adulte de l'enfant éternel. Question 3. Crois-tu en l'amitié entre un homme et une femme? Cette question est à sonde pour vérifier ses limites, sa loyauté et la présence potentielle de pistes d'atterrissage de secours. Dans le monde moderne, ce sujet est extrêmement flou, et c'est souvent dans ces eaux troubles que se cachent les plus grands risques. Sa réponse à cette question te montrera à quel point son système de coordonnées coïncide avec le tien, et s'il y a des personnes dans son entourage qui pourraient devenir un problème à l'avenir. Examinons les 3 principaux types de réponses et ce qui se cache derrière. Le premier et le plus inquiétant pour un homme cherchant une relation sérieuse est un « oui bien sûr » enthousiaste. Presque tous mes amis sont des hommes. C'est souvent présenté comme un signe de son caractère non conflictuel, de sa simplicité et du fait qu'elle n'est pas comme toutes ces femmes avec leurs intrigues. Mais pour un homme expérimenté, cela sonne différemment. Cela peut signifier qu'elle a constamment besoin de l'attention et de l'approbation masculine qu'elle flirte, consciemment ou non, avec tout son entourage, et que chacun de ses amis est soit un ex avec qui le lien émotionnel n'est pas complètement rompu, soit un futur potentiel qui n'attend que son heure. Si elle répond ainsi, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, mais il faut creuser davantage. Pose des questions de clarification. Comment ton ex réagissait-il à tes amis masculins? Et ses amis sont-ils en couple? Si elle dit que son ex était toujours jaloux sans raison et que ses amis sont tous célibataires, le tableau devient presque limpide. Ses amis sont son assurance, son groupe de soutien toujours prêt à la réconforter lorsque des problèmes surviennent dans la relation principale. Es-tu prêt à ce qu'un 3e, 4e et 5e intrus soit toujours invisible dans ton couple? Le deuxième type de réponse, 1. Non, je ne crois pas, catégorique. Tôt ou tard, l'un des deux voudra quelque chose. À première vue, c'est la réponse idéale pour un homme possessif. Elle indique qu'elle comprend la nature des choses, ne se fait pas d'illusions et très probablement ne donnera pas elle-même de raison de jalousie. C'est le signe qu'elle valorise l'exclusivité dans la relation et qu'elle est prête à établir des limites claires. Elle ne disparaîtra pas le soir au bar avec un simple ami et ne partagera pas avec lui les détails intimes de votre vie. Cependant, il y a une nuance ici aussi. Parfois, un tel catégorisme peut être la conséquence de son propre traumatisme douloureux ou de celui d'autrui. Peut-être qu'un ami l'a trahi dans le passé ou qu'elle est elle-même tombée amoureuse d'un ami qui l'a rejetée. Cela peut indiquer sa propension à la jalousie et son désir de contrôle total. Elle pourrait exiger de toi un abandon complet de tes relations avec tes amis, même si cette communication est exclusivement professionnelle ou amicale. Ici, il est important de sentir l'intonation. Est-ce une assurance calme ou de l'aigreur contre le monde entier? Et enfin, la troisième réponse, la plus mature et adéquate.
Je crois que c'est possible, mais à certaines conditions et avec des limites très claires. Une femme qui répond ainsi fait preuve de souplesse d'esprit et d'expérience de vie. Elle comprend que tout dépend des gens et des circonstances. Elle ne te fera probablement pas de scène à cause d'une collègue féminine, mais elle ne permettra pas non plus à son ami de l'appeler à minuit pour se plaindre. Si elle donne une telle réponse, demande-lui de développer sa pensée. Quelles sont ses conditions? Et écoute. Les marqueurs de maturité sont lorsque l'ami est le partenaire de son ami ou votre ami commun, lorsque la communication a lieu principalement pendant la journée et n'implique pas de sujets intimes, lorsqu'il n'y a pas de blagues ambiguës ni de touches inappropriées. Si sa compréhension des limites coïncide avec la tienne, c'est un excellent signe. Cela indique que tu as affaire à une personne qui se respecte et respecte son partenaire et qui est capable d'établir des liens sociaux sains sans créer de menaces pour votre relation. Ainsi, cette question ne concerne pas ses amis, elle concerne sa loyauté, sa compréhension de la fidélité, sa capacité à être en couple non seulement avec son corps, mais aussi avec ses pensées. Elle montre si votre lien sera un territoire exclusif pour deux ou une cour de passage où chaque ami se sent en droit d'avoir sa clé. Question 4. Quelle qualité chez un homme ne pardonneras-tu jamais? C'est un tir direct au centre de sa matrice émotionnelle. Si les questions précédentes étaient plutôt du repérage, celle-ci est déjà un travail de tireur d'élite. Tu vises directement sa douleur passée. La réponse à cette question n'est pas seulement son opinion ou sa préférence. Il s'agit avec une probabilité de 99% de l'expérience cristallisée de son traumatisme relationnel le plus douloureux. Ce qu'elle nommera est exactement ce qu'un homme lui a fait un jour et ce qu'elle craint le plus au monde. Ta tâche ici est d'écouter et de comparer. Sa réponse est un mode d'emploi pour son âme ainsi qu'une fiche de sécurité. Elle te donne elle-même sans le savoir la clé de ses peurs les plus profondes et t'avertit en même temps sur quel champ de mine tu pourrais exploser. Analysons les réponses les plus fréquentes et leur véritable signification. Si elle dit trahison ou mensonge, c'est la réponse la plus courante, mais elle est trop générale. Tu dois la détailler. Demande doucement, qu'est-ce que la trahison pour toi? Est-ce seulement l'infidélité ou autre chose? Pour une femme, la trahison est l'infidélité physique. Pour une autre, c'est si l'homme ne l'a pas défendue lors d'une dispute avec sa mère. Pour une troisième, s'il a caché ses dettes. Plus sa définition est concrète, plus tu comprendras précisément où se situait son point de douleur. Cela te montrera ce qui est le fondement de la confiance pour elle. Si elle répond « faiblesse » ou « irresponsabilité », c'est un signal très important. Il est probable qu'elle ait eu dans son passé un homme sur qui elle ne pouvait pas compter. Peut-être un partenaire infantile qu'elle devait adopter ou même son propre père. Une telle femme cherche un roc, un soutien chez un homme. Elle ne tolérera pas à ses côtés un pleurnicheur ou une personne qui évite de prendre des décisions. Si tu n'es pas un leader par nature et que tu préfères être guidé, tu auras beaucoup de mal avec une telle femme. Sa réponse est une demande directe de force et de maturité masculine. Si sa réponse est avarice ou point mesquinerie, cela indique qu'elle a probablement été confrontée à l'humiliation financière dans le passé. Peut-être que l'homme lui reprochait son morceau de pain, exigeait un compte-rendu pour chaque centime ou était simplement pathologiquement avare. Cela ne signifie pas toujours qu'elle cherche un sponsor. Souvent, cela indique que pour elle, la générosité n'est pas une question d'argent, mais de grandeur d'âme. Elle veut voir à ses côtés un homme capable de donner des émotions, du temps, de l'attention. Et la générosité financière n'est pour elle qu'un marqueur, la partie visible de cet iceberg. L'une des réponses les plus complexes et profondes que tu puisses entendre est indifférence. Si une femme nomme précisément cette qualité, sache qu'elle a vécu un épuisement émotionnel aux côtés d'un partenaire froid et distant. Sa douleur passée est le silence. C'est le mutisme en réponse à ses larmes, c'est l'absence de soutien dans un moment difficile. Une telle femme sera hypersensible à ton état émotionnel. Elle aura besoin de ressentir constamment ton implication, ton intérêt, ton attention. Elle te pardonnera un accès de colère, mais ne pardonnera jamais l'indifférence glaciale. Que faire de cette information? Premièrement, l'appliquer à toi-même. La qualité qu'elle a nommée t'est-elle propre? Sois honnête avec toi-même. Si elle ne pardonne pas la faiblesse,
et que tu traverses une mauvaise passe dans ta vie et as besoin de soutien, ce n'est peut-être pas la meilleure option pour toi. Deuxièmement, la mémoriser. C'est son bouton rouge. En le sachant, tu peux éviter de le presser accidentellement. Cette connaissance te donne l'opportunité d'être un partenaire plus sensible et attentif, mais elle te montre aussi sa vulnérabilité. Et la manière dont tu géreras cette vulnérabilité, en l'utilisant pour le bien ou pour le mal, te définira en tant qu'homme. Question 5. Raconte-moi ton meilleur voyage. Cette question est un moyen idéal de masquer la collecte de données sous une conversation agréable et sans engagement. Les gens aiment se souvenir des bons moments. En parlant de voyage, la personne se détend, devient plus ouverte et sans s'en rendre compte, divulgue une quantité énorme d'informations sur son mode de vie, ses valeurs, sa situation financière et bien sûr son passé. Tu n'écoutes pas seulement une histoire. Tu, en tant qu'analyste expérimenté, fais attention aux détails, qui, où, comment et aux frais de qui. Les réponses à ces questions non posées sont ton objectif. Décomposons exactement à quoi tu dois faire attention. Le premier marqueur est la compagnie. Avec qui était-elle lors de son meilleur voyage? Si elle était avec des amis, cela indique l'importance pour elle du cercle féminin, l'indépendance. Si avec ses parents, des liens familiaux forts. Si elle a voyagé seule, tu as probablement affaire à une personnalité forte et autonome. Mais l'option la plus intéressante est s'il s'agissait d'un voyage avec un homme. Ici, ta tâche est de comprendre doucement, sans pression, qui c'était. Elle peut le dire elle-même « nous sommes allés avec mon ex à ce moment-là » ou elle peut utiliser la forme impersonnelle « nous ». Il n'est pas nécessaire de chercher à en savoir plus, écoute simplement le ton. En parle-t-elle avec chaleur, avec nostalgie ou comme un simple fait biographique? Cela montrera si ce gestalt est clos pour elle. Le deuxième marqueur est le style de vacances. Qu'est-ce que le meilleur voyage pour elle? Est-ce un hôtel 5 étoiles avec tout inclus au bord de l'océan? Ou est-ce une randonnée avec une tente à la montagne? Ou peut-être un circuit dans les capitales européennes avec la visite de tous les musées? La réponse à cette question est un aperçu direct de ses valeurs. La première option parle d'amour, du confort, d'hédonisme, de repos passif. La seconde d'amour, de la nature, d'aventure, de volonté, d'accepter des désagréments domestiques. La troisième d'intellect, de curiosité, d'attrait pour la culture. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a seulement une réponse qui coïncide ou non avec ton style de vie. Si tu aimes la pêche dans les forêts caréliennes et que son idéal est le shopping à Milan, il vous sera difficile de trouver des points communs. Le troisième marqueur est l'aspect financier. Comment décrit-elle le voyage? Raconte-t-elle avec enthousiasme la luxueuse chambre avec vue sur mer, les restaurants chers et les soins de spa? Ou parle-t-elle avec fierté de la façon dont ils ont réussi à trouver des billets bon marché, à vivre dans de modestes appartements et à cuisiner eux-mêmes pour dépenser plus en expérience? Cela montre son attitude envers l'argent. Est-il pour elle une fin en soi ou un outil? Cherche-t-elle le luxe ou l'expérience? Encore une fois, compare cela avec tes propres valeurs. Si tu es une personne économe et qu'elle est habituée aux vacances de luxe aux frais d'autrui, cela peut devenir une source de graves conflits à l'avenir. Et le quatrième marqueur le plus subtil est le focus de son récit. Sur quoi met-elle l'accent? Sur les beaux endroits qu'elle a vus, sur la nourriture délicieuse qu'elle a goûtée, ou sur les émotions et les gens avec qui elle était? Si son récit est une liste sèche d'attractions, tu as peut-être affaire à une personne plus rationnelle. Si elle décrit avec délice le coucher de soleil qu'ils ont rencontré au sommet de la montagne, ou une conversation sincère avec un inconnu dans un petit café, cela témoigne de son émotivité et du fait que pour elle, l'expérience et les liens humains sont primordiaux et non simplement une belle image. Ainsi, sous couvert de bavardage innocent sur les voyages, tu effectues un diagnostic complexe. Tu apprends son entourage, passer son système de valeurs, son attitude envers l'argent et sa nature émotionnelle. Et tout cela sans une seule question directe. Elle pense qu'elle partage avec toi d'agréables souvenirs, alors qu'en réalité, elle passe un test de compatibilité. Question 6. Que penses-tu des femmes qui... C'est le nec plus ultra du diagnostic psychologique. Tu utilises l'un des mécanismes les plus puissants de la psyché humaine découvert par Freud, le mécanisme de projection. Son essence est simple. Ce que nous condamnons avec une ferveur particulière ou au contraire, approuvons avec enthousiasme chez les autres, est le plus souvent le reflet de nos propres désirs, peurs ou qualités cachées que nous n'acceptons pas en nous-mêmes. La personne en parlant des autres parle toujours d'elle-même.
Ta tâche est de substituer le bon archétype dans la formule et d'écouter. Comment cela fonctionne-t-il en pratique? Tu choisis un archétype féminin controversé et lui demandes son opinion comme par hasard. Par exemple, dis-moi que penses-tu des femmes qui font carrière et qui à 40 ans n'ont ni famille ni enfants? Ou comment considères-tu les femmes qui se dissolvent complètement dans leurs maris et leurs enfants, s'oubliant elles-mêmes? Ou une option plus provocatrice, et que penses-tu des femmes qui publient des photos explicites sur les réseaux sociaux? La clé de l'analyse n'est pas la réponse elle-même pour ou contre, mais le degré de sa charge émotionnelle. Si sa réponse est calme et mesurée par exemple, eh bien c'est leur choix. J'ai une attitude neutre. Chacun a son propre chemin. Cela témoigne de son harmonie intérieure et de son acceptation. Elle ne voit pas de menace en elle-même dans cet archétype, et très probablement ce sujet n'est pas douloureux pour elle. Mais si tu entends de la rage, du mépris, de la condamnation dans sa voix, c'est un marqueur presque à 100% que tu as touché un point sensible. Par exemple, si à la question sur les femmes de carrière, elle éclate en une tirade irritée sur le fait que ce sont des créatures malheureuses dont personne n'a besoin et androgynes, alors deux options sont possibles. Soit elle a elle-même un jour misé sur la famille au détriment de sa carrière et envie maintenant inconsciemment leur liberté et leur indépendance, dévalorisant leur choix pour justifier le sien. Soit elle a une peur panique de la solitude et essaie ainsi de se convaincre elle-même de la justesse de son propre chemin. La situation inverse fonctionne de la même manière. Si à la question sur les femmes au foyer, elle dit avec mépris que ce sont des poules stupides qui dégénèrent près de la cuisinière, cela peut signifier qu'elle a elle-même peur de perdre son indépendance, peur de la vie quotidienne et peut-être se sent peu sûre d'elle dans le rôle de maîtresse de maison. La négation furieuse est toujours l'envers de la médaille d'une peur ou d'un désir secret. L'admiration fonctionne sur le même principe. Si elle parle avec émotion des voyageuses libres qui vivent pour elles-mêmes, il se peut qu'il lui manque elle-même cette liberté dans sa vie actuelle. Si elle admire les femmes qui ont construit des empires commerciaux, elle a probablement des ambitions non réalisées. Ce sont ses rêves cachés, refoulés, qu'elle ne se permet pas de réaliser, mais qu'elle observe avec enthousiasme chez les autres. Tu peux utiliser cet outil plusieurs fois en substituant différents archétypes. Que penses-tu des femmes qui vivent au crochet des hommes et de celles qui font des enfants pour elles-mêmes et de celles qui pardonnent l'infidélité? Chacune de ces réponses chargées émotionnellement t'ouvrira une nouvelle porte sur son subconscient. Elle pensera que vous discutez de personnes abstraites, mais en réalité, elle te fera visiter sa propre âme, ses coins les plus sombres et ses rêves les plus lumineux, mais non réalisés. C'est le moyen le plus sûr d'en apprendre davantage sur ses conflits intérieurs sans provoquer de réaction défensive chez elle. Question 7. Quel est ton point de vue sur tes ex-partenaires? S'il ne fallait en garder qu'une seule parmi les 10 questions, je garderais celle-ci. C'est le test le plus incisif, le plus révélateur et le plus impitoyable de la maturité psychologique. Le passé d'une personne n'est pas ce qui lui est arrivé, mais la façon dont elle l'interprète. Et l'attitude envers les anciens partenaires est le concentré de cette interprétation. Dans sa réponse comme dans une goutte d'eau, se reflètera tout l'océan de sa capacité à aimer, à pardonner, à prendre ses responsabilités et à aller de l'avant. Il n'y a presque jamais de demi-teinte ici. Les réponses se divisent généralement en deux camps polaires, et votre tâche est de déterminer clairement dans lequel elles se situent. Le premier camp est celui de « Ils étaient tous des salauds ». Si vous entendez cette chanson, sachez que vous avez affaire à une éternelle victime. C'est une femme qui n'est jamais responsable de rien. Dans sa vision du monde, elle est une belle princesse qui ne rencontre que des dragons. L'un était avare, l'autre tyran, le troisième un enfant à sa maman. Ils étaient tous mauvais, et elle seule était bonne, mais elle n'a pas été appréciée. C'est le type de femme le plus dangereux pour une relation sérieuse. Le problème n'est pas qu'elle n'a pas eu de chance avec les hommes. Le problème est qu'elle est incapable de réflexion. Elle ne voit pas sa propre contribution à la rupture. Elle ne se demande pas « Pourquoi est-ce que je choisis sans cesse de tels hommes? Qu'est-ce qui les attire en moi ?» Une personne qui n'analyse pas ses erreurs est condamnée à les répéter. Et si vous commencez une relation avec elle, soyez certain que d'ici peu, vous rejoindrez simplement sa collection de salauds. Tout problème, tout conflit sera interprété sans ambiguïté, vous êtes fautif. Elle est la victime des circonstances et de votre imperfection.
Le deuxième camp, celui des personnes psychologiquement matures, sonne tout à fait différemment. Leur réponse sera mesurée calme et en règle générale respectueuse. Recherchez des formulations telles que « Nous étions des personnes différentes, mais je lui suis reconnaissante pour l'expérience. C'est une bonne personne. Simplement, nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Je lui souhaite le bonheur. » Cela ne signifie pas qu'elles doivent être amies avec eux ou leur chanter des louanges. Mais l'absence de haine et de venin dans ces mots est un marqueur clé. Cela indique qu'elle a pu surmonter la douleur, en tirer des leçons et fermer émotionnellement cette porte. Une telle femme comprend que la rupture implique toujours deux personnes. Elle est capable de reconnaître aussi ses propres erreurs. Elle ne garde pas de rancune car elle comprend que l'amertume est un poison qui l'empoisonne elle-même en premier lieu. Elle a laissé le passé derrière elle et elle a donc les ressources nécessaires pour construire un avenir sain. Aux côtés d'une telle femme, vous ne vous sentirez pas constamment dans l'ombre de ses ex. Elle ne vous comparera pas à eux et ne projettera pas sur vous ses anciennes blessures. Faites également attention aux extrêmes. Si elle parle toujours de l'un de ses ex avec admiration, racontant à quel point il était incroyable, c'est aussi un signe d'alerte. Cela signifie qu'elle est toujours émotionnellement attachée à cette relation, elle l'idéalise. Et vous, un homme réel avec vos défauts, ne pourrez jamais rivaliser avec ce fantôme radieux du passé. Ainsi, en écoutant sa réponse sur son attitude envers ses ex, vous jetez essentiellement un œil à votre avenir potentiel avec elle. Vous voyez comment elle parlera de vous si votre relation prend fin un jour. Vous voyez si elle est capable de pardon, de gratitude et de croissance, ou si son destin est de tourner éternellement dans le cercle des rancunes, blâmant le monde entier pour ses malheurs. Et cette perspicacité est l'une des plus précieuses que vous puissiez obtenir avant d'investir votre temps, vos émotions et votre vie dans une femme. Ce niveau de profondeur, vous le retrouverez dans chacune de mes vidéos. Nous ne sommes pas ici pour glisser en surface. Nous sommes ici pour aller au fond des choses. Si c'est l'approche que vous recherchiez, c'est le moment idéal pour vous abonner. Faites partie de la communauté d'hommes qui valorise la sagesse et l'expérience. Question 8. Que t'ont appris tes erreurs passées dans tes relations? Cette question est la suite logique de la précédente, mais elle est encore plus précise. Si la 7e question vérifiait son adéquation émotionnelle générale, celle-ci teste une compétence spécifique, la capacité à l'introspection et à l'apprentissage. La vie est une école et les relations sont l'une de ses principales matières. Une personne qui n'apprend pas de ses erreurs redouble encore et encore. Votre tâche est de comprendre dans quelle classe de cette école elle est restée bloquée et si elle l'est restée du tout. Cette question la place en position d'experte de sa propre vie. Vous ne la blâmez pas, vous ne la jugez pas. Vous lui demandez avec respect de partager sa sagesse. Cela désarme et encourage l'honnêteté et sa réponse vous montrera si elle possède réellement cette sagesse. Une réponse incorrecte ou infantile est celle où elle recommence à parler des autres. Par exemple, « Mes erreurs m'ont appris à ne plus faire confiance aux hommes » ou « J'ai compris que tous les hommes sont pareils ». Vous entendez? Elle ne parle pas d'elle-même, elle parle du monde extérieur. Ce n'est pas une leçon, c'est une défense psychologique. Elle n'a pas appris, elle a simplement construit un mur. Au lieu de se remettre en question, elle a décidé que le problème venait des autres. Le développement est impossible avec une telle femme. Elle est rigide, figée sur son traumatisme et incapable de croissance. Une autre mauvaise option est une réponse superficielle et cliché. Quelque chose comme « Eh bien, il faut plus se parler ». Cela peut n'être qu'une phrase socialement acceptable, dénuée de sens réel. Pour le vérifier, vous pouvez seulement demander des précisions. Et dans quelle situation précise as-tu compris qu'il n'y avait pas assez de communication? Si elle hésite à répondre ou l'esquive, il est probable qu'aucun véritable travail intérieur n'ait été fait. La bonne réponse mature sera toujours centrée sur elle-même. Elle parlera de ses propres actions, pensées et sentiments. Cherchez le pronom « je » dans sa réponse. Par exemple, « J'ai compris que j'aurais dû définir mes limites plus clairement. J'ai réalisé que j'attendais trop de mon partenaire et donnais trop peu en retour. J'ai appris à ne pas me taire sur mes griefs, mais à en parler immédiatement, avant qu'ils ne se transforment en boule de neige. J'ai compris que ma jalousie était liée à mon propre manque de confiance en moi et non à son comportement. » Vous entendez la différence? Dans ces réponses, il y a de la profondeur de l'analyse, une prise de responsabilité. Une femme capable de s'exprimer ainsi
est un trésor. Cela signifie qu'elle perçoit les problèmes non pas comme la fin du monde, mais comme des tâches à résoudre. Elle est capable de changer, de grandir et de se développer avec vous. Si une difficulté survient dans votre relation, elle ne cherchera pas le coupable. Elle posera la question: qu'avons-nous tous les deux fait de mal et comment pouvons-nous y remédier? C'est la base pour construire une relation de partenariat véritablement adulte. Cette question vous permet également de comprendre si vous ne risquez pas de tomber dans les mêmes pièges que son partenaire précédent. Si elle dit « J'ai compris que je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui passe tout son temps au travail et que vous êtes un bourreau de travail », c'est une raison de s'interroger sérieusement sur votre compatibilité. Elle vous prévient honnêtement de ce qui est critique pour elle. Ignorer de tels signaux, c'est sciemment placer une bombe à retardement sous les fondations de votre future relation. En fin de compte, cette question sépare les femmes qui collectionnent les rancunes de celles qui collectionnent la sagesse. Et votre choix déterminera ce qui remplira votre relation, un règlement interminable d'anciens comptes ou une progression commune vers l'avant. Question 9. Comment tes amis te décriraient-elles en 3 mots? C'est une autre ruse qui vous permet d'avoir un aperçu d'elle, vu de l'extérieur, mais à travers son propre filtre. Vous ne lui demandez pas directement « Comment es-tu » Vous lui demandez de se regarder à travers les yeux de ses proches. Cela, premièrement, vous donne une image plus objective, du moins telle qu'elle l'aperçoit. Et deuxièmement, cela montre quelles qualités elle-même considère comme importantes et dignes d'être mentionnées. Une personne ne nommera pas les caractéristiques qu'elle n'aime pas. Elle choisira parmi tout l'éventail des opinions celles qui flattent son ego et correspondent à l'image qu'elle veut transmettre. Et ce choix est la chose la plus précieuse pour vous. À quoi prêter attention ici? Tout d'abord aux mots eux-mêmes. Il existe un ensemble d'adjectifs standards et sur gentille, fidèle, joyeuse. C'est un bon ensemble de base, mais il en dit peu sur l'individualité. C'est comme écrire sur un CV communicatif résistant au stress. Cela semble correct, mais c'est impersonnel. C'est beaucoup plus intéressant si elle nomme quelque chose de plus spécifique, de plus caractéristique, par exemple fiable, comme une banque suisse, ou imprévisible ou exigeante. De tels mots brossent déjà un portrait plus vivant. Fiable parle de son caractère fondamental, imprévisible, de sa propension aux sautes d'humeur émotionnelle, exigeante du niveau élevé qu'elle fixe pour elle-même et pour les autres. Ces mots sont les clés de son système d'exploitation. Le deuxième aspect important est la façon dont elle présente ces mots. Les dit-elle avec assurance et fierté ou avec une certaine confusion et un sourire d'excuse? Si elle dit avec fierté « Mes amis me considèrent comme une garce », c'est une chose. Elle cultive cette image et la considère comme sa force. Si au contraire elle le dit avec une note de regret, c'en est une autre. Elle est consciente de ce trait de caractère et peut-être cela la dérange. Cette question vérifie également indirectement si elle a ses amis et la qualité de ses relations avec elles. Si elle réfléchit longuement et qu'il lui est difficile de répondre, cela peut signifier qu'elle n'a pas d'amis proches ou qu'elle n'a pas l'habitude de recevoir de feedback d'elle. Une femme sans cercle social féminin est un sujet de réflexion à part entière. Parfois, c'est un signe de forte autosuffisance et parfois d'un caractère difficile et conflictuel. Et enfin, vous pouvez aller un peu plus loin et demander « Et comment son imprévisibilité se manifeste-t-elle exactement? Peux-tu donner un exemple ?» Son histoire, son illustration sera beaucoup plus révélatrice que le mot lui-même. Elle peut raconter une histoire amusante sur un voyage spontané ou une histoire sur la façon dont elle a rompu une relation dans un accès de colère. Et ce seront deux imprévisibles complètement différentes. Essentiellement, vous lui donnez une tâche, dessine ton autoportrait, mais fais comme si quelqu'un d'autre l'avait dessiné. Et les couleurs qu'elle choisira, les traits qu'elle soulignera et ceux qu'elle touchera vous en diront long sur son estime de soi, sur ses qualités réelles et souhaitées et sur ce qu'elle veut paraître aux yeux des autres. Et pour un homme intelligent, la différence entre qui la personne est et qui elle veut paraître est la principale source d'information. Question 10. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi en ce moment? La passion ou la stabilité? C'est votre accord final, une question qui calibre ses attentes et révèle ses priorités de vie actuelles. La réponse est son cahier des charges pour la relation. Vous devez clairement comprendre à quel projet elle vous invite, la construction d'une maison à long terme ou un feu d'artifice court mais éclatant. Une erreur à ce stade peut vous coûter très cher à tous les deux du temps perdu et des cœurs brisés.
Cette question est bonne car elle n'a pas de réponse socialement correcte. Tout choix peut être justifié. Par conséquent, elle répondra probablement honnêtement en fonction de son état intérieur ici et maintenant. Votre tâche n'est pas de juger sa réponse, mais simplement de la comparer à vos propres objectifs. Si elle choisit la passion, cela en dit long. Peut-être qu'elle sort récemment d'une longue relation morose où elle manquait d'émotion et qu'elle veut maintenant rattraper le temps perdu. Peut-être est-elle par nature quelqu'un qui vit dans l'instant et n'est pas enclin à la planification à long terme. Elle recherche des émotions vives, de la romance, de l'adrénaline. Une relation avec une telle femme peut être inoubliable, mais très probablement de courte durée. Si vous-même ne recherchez rien de sérieux, vos objectifs pourraient mal coïncider. Mais si vous visez la création d'une famille, un havre de paix, alors le choix de la passion est un drapeau rouge pour vous. Elle est simplement sur une autre longueur d'onde. Si elle choisit la stabilité, c'est aussi très informatif. Il est probable qu'elle ait déjà fait son chemin. Elle est fatiguée des montagnes russes émotionnelles, de l'incertitude et des drames. Elle recherche la fiabilité, la prévisibilité, la confiance en l'avenir. Elle est prête pour une relation adulte sérieuse. Pour l'homme qui cherche la même chose, c'est le feu vert. Cela signifie que vos besoins fondamentaux correspondent. Cependant, il y a aussi une nuance ici. Parfois, derrière le désir de stabilité peut se cacher une simple fatigue et le désir de trouver un homme pratique qui résoudra tous ses problèmes. Il est donc important qu'il n'y ait pas de note de désespoir ou de marchandage dans sa réponse. Et enfin, la réponse la plus sage et la plus mature que vous puissiez entendre est les deux. Je recherche une passion stable, ou je veux de la passion dans une relation stable. Une femme qui répond ainsi comprend que l'un sans l'autre est incomplet. La passion sans stabilité est un incendie qui consume rapidement tout. La stabilité sans passion est un marécage dans lequel les sentiments s'éteignent lentement. La réponse « les deux » indique qu'elle n'est pas prête à faire de compromis sur l'essentiel. Elle ne cherche pas simplement la fonction d'amante ou de partenaire de foyer. Elle recherche une relation holistique et harmonieuse. Elle est assez mature pour valoriser la fiabilité et assez vivante pour ne pas oublier la flamme. C'est le portrait du partenaire idéal pour une union longue et heureuse. Ainsi, cette dernière question ne scanne pas son passé, elle scanne son avenir. Elle vous montre dans quelle direction elle veut avancer et vous pouvez immédiatement décider si vous êtes sur le même chemin. Cette question vous fait économiser des mois, voire des années de vie que vous auriez pu avoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous a offert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Chaque soutien, chaque retour est une véritable source de motivation pour continuer à vous proposer des contenus profonds fidèles à l'esprit de Carl Jung afin de vous aider à mieux vous comprendre pas à pas. Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.